Il avait tout construit de ses propres mains, l'appartement, la stabilité, l'avenir. Et pendant qu'il était sur son chantier, quelqu'un d'autre s'installait confortablement dans sa vie, dans sa maison, dans son lit. Ce n'était pas une rencontre du hasard, pas une erreur de jeunesse. C'était un homme qui choisissait délibérément des femmes mariées, et une femme qui, étouffée par le silence de son couple, a ouvert la porte sans mesurer ce qu'elle perdrait. Mais le plus dévastateur dans cette histoire, ce n'est pas la trahison elle-même, c'est celui qui l'a découverte en premier. Un enfant de 9 ans. Rentré seul chez lui en pleine nuit, et ce qu'il a vu derrière cette porte entr'ouverte. Aucun enfant ne devrait jamais le voir. Bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire de Guillaume, Flavie et de leur fils Théo. Une histoire de silence, de désir, de trahison et d'une question sans réponse facile. Peut-on vraiment tout reconstruire quand tout a été vu ? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quel temps il fait dehors chez vous. On adore vous lire et chaque commentaire compte énormément pour la chaîne. Maintenant, installez-vous confortablement. L'histoire commence. Plafond haut orné de moulures, lourd rideau couleur ivoire. Le salon de l'appartement au 5e étage de cet immeuble haussmannien reflétait exactement ce à quoi devait ressembler une vie dans laquelle on avait investi 12 ans de labeur, d'espoir et de compromis. Guillaume aimait cette pièce. Il aimait s'installer dans son fauteuil en cuir après une semaine entière sur le chantier, allumer le grand écran plat et simplement se taire. Les images du match de football ou du journal télévisé défilaient devant ses yeux. Le son importait moins que la sensation elle-même, celle d'être chez lui. Guillaume avait 40 ans. Chef de chantier dans une grande entreprise de construction, son travail s'était depuis longtemps mué en mode de vie. Des chantiers en province, des déplacements dans les régions voisines, des réunions de coordination sans fin, des maîtres d'ouvrage perpétuellement insatisfaits des délais et des ouvriers qu'il fallait surveiller à chaque instant. C'était un homme fiable, solide comme le granit. Ceux qui travaillaient sous ses ordres le savaient. Quand Guillaume avait dit quelque chose, c'était ainsi que les choses se feraient. Il ne gaspillait pas ses mots. Cette même solidité caractérisait sa vie de famille. Il estimait que la meilleure chose qu'il pût offrir à sa femme et à son fils, c'était la stabilité. Un grand appartement dans un beau quartier, un solide SUV, une maison de campagne qu'il avait lui-même construite, une école privée pour Théo. Tout selon le plan, tout comme il se doit. Flavie, sa femme, était assise en face de lui dans le fauteuil près de la fenêtre, une tablette entre les mains. Elle avait 35 ans. Elle faisait défiler le fil des réseaux sociaux, où d'anciennes camarades de promotion restées dans la profession se vantaient de leurs projets réalisés, loft tendance, cuisines épurées, chambres à coucher dans l'esprit scandinave. Flavie avait elle-même été décoratrice d'intérieur. Après ses études, elle avait travaillé 3 ans dans un petit cabinet jusqu'à sa rencontre avec Guillaume. Il était si posé, si mûr, déjà établi financièrement, avec des projets sérieux. Elle était tombée amoureuse de son assurance. Puis Théo était né, et Flavie, comme elle se le rappelait, avait troqué avec joie les plans et les échantillons de matériaux contre les couches et les biberons. À présent, regardant son mari immobile dans son fauteuil, elle se surprenait à étouffer. Les conversations du dîner se résumaient à 3 sujets, les notes de leur fils, les projets du week-end et les problèmes professionnels de Guillaume. Ce dernier thème prenait invariablement la forme d'un monologue sur les retards de livraison du béton, l'insolence des sous-traitants et sa fatigue. Elle hochait la tête, resservait le thé, mais en elle grandissait une mélancolie sourde et poisseuse. « Guillaume, commença-t-elle en posant sa tablette, j'ai réfléchi. Et si on refaisait le salon ?» Guillaume tourna lentement les yeux vers elle. Son regard portait une fatigue si profondément ancrée qu'elle était devenue une partie de son visage. « Pourquoi faire ? Tout va bien ici. » Sa voix était égale, sans inflexion. « Tout va bien. » Flavie esquissa un sourire amer, désignant la pièce d'un geste de la main. « Ce papier peint date d'avant la naissance de Théo. Les meubles sont anciens, certes de l'Antiquité, mais l'ensemble paraît lourd. J'ai envie de lumière, d'espace, de modernité. » « Flavie, tu sais bien que je n'y entends rien. Si tu veux le faire, fais-le, ça m'est égal.
Il bâilla, couvrant sa bouche de la main. « Occupe-t'en toi-même, j'ai un chantier en ce moment. On livre dans 2 semaines à Rouen, et après il y a encore Caen pour quelques jours. » Elle attendait cette réponse. Elle savait qu'il dirait exactement cela. Ça m'est égal. C'était la phrase la plus terrible dans la bouche de celui qui était censé être un soutien. Pas réfléchissons ensemble, pas je peux t'aider à trouver des artisans, juste fais ce que tu veux. C'était pire qu'un refus. C'était de l'indifférence envers l'espace dans lequel ils vivaient. Théo, leur fils de 9 ans, était assis à son bureau dans le coin du salon et faisait ses devoirs. Il ne levait pas la tête, mais chaque mot de ses parents s'imprimait en lui comme dans une éponge. Il entendait la fatigue de son père et la tristesse de sa mère. À 9 ans déjà, il comprenait bien plus qu'il ne le croyait. C'était un garçon discret, observateur, très attaché à son père. Chaque fois que Guillaume partait, Théo comptait les jours jusqu'à son retour. Ils jouaient aux échecs ensemble, regardaient parfois de vieux films de guerre en noir et blanc. Le retour de son père était une fête, mais les fêtes se faisaient de plus en plus rares, et les jours ordinaires de plus en plus longs. Cette nuit-là, allongée dans le lit, Flavie contemplait le large dos de son mari tourné vers elle. Il dormait déjà, englouti dans le sommeil comme dans un gouffre. Elle effleura doucement son épaule. Il ne bougea pas. Alors elle se glissa vers le bord du lit, ramena ses genoux contre sa poitrine et pleura en silence pour ne pas le réveiller. Elle avait 35 ans. Elle était belle, intelligente, pleine de vitalité. Et sa vie s'était réduite à une interminable attente d'un homme qui semblait n'avoir plus besoin d'elle. La décision de rénover le salon devint pour Flavie bien plus qu'un simple changement de décoration. Ce fut un projet, une échappatoire, la possibilité de combler le vide avec quelque chose de concret. Elle parcourut des dizaines de sites et de magazines, sauvegardant des centaines de photos dans un dossier dédié. Elle voulait que cette pièce s'illumine, qu'elle reflète son goût, sa personnalité. Autour d'un café avec son amie Colette, elle lui parla de son projet. « Oh Flavie, écoute, dit Colette, soudain animée. J'ai quelqu'un pour toi, un vrai génie. Samuel, un jeune architecte. Il a l'œil infaillible. J'ai vu ses réalisations. Des intérieurs tout simplement époustouflants. Il a étudié en Europe, a fait un stage quelque part à l'étranger. Et en plus, c'est quelqu'un de très agréable, plein de charme. Un architecte pour une seule pièce, ça doit être hors de prix, hésita Flavie. Mais une petite étincelle de curiosité s'était déjà allumée en elle. Mais non, il travaille justement avec des particuliers. Ce qui l'intéresse, c'est le résultat, pas l'échelle du projet. Et puis ses idées, elles en valent vraiment la peine. Tiens, je te donne son numéro. Samuel fit son entrée dans sa vie par un lumineux matin d'avril. Guillaume était à Rouen depuis 3 jours déjà. Flavie avait délibérément enfilé une nouvelle robe légère à imprimer florale et s'était légèrement maquillée. Elle ouvrit la porte et resta un instant déconcertée. Sur le seuil se tenait un jeune homme grand et élancé, vêtu d'un pantalon beige parfaitement coupé et d'un fin pull en maille. Il avait les cheveux sombres, légèrement bouclés, une barbe soignée et des yeux vifs d'une attention remarquable. Il sentait un bon parfum, frais, boisé, qui n'avait rien à voir avec l'odeur de poussière de ciment que Guillaume rapportait parfois du travail. « Bonjour, vous êtes bien Flavie ? Moi, c'est Samuel. Colette m'a tellement parlé de vous que j'étais presque gêné de ne pas encore connaître la femme qui crée une telle beauté autour d'elle. » Il sourit, un sourire ouvert, chaleureux. Mais dans ses yeux passa quelque chose d'évaluateur, de presque prédateur. Flavie se troubla et recula dans l'entrée. « Entrez, Samuel. Oui, c'est moi. » Colette exagère. Pas le moins du monde. Il examina l'entrée, puis fit un pas vers le salon et s'immobilisa. « Oh, vous vivez dans un espace chargé d'histoire. Ces pilastres, cette hauteur de plafond, c'est un potentiel extraordinaire. Dites-moi, c'est vous qui avez aménagé tout ça, peu après votre mariage, j'imagine. » Elle se sentait mal à l'aise sous son regard qui glissait non seulement sur la pièce, mais aussi sur elle. « On sent la main, dit-il en hochant la tête. Il y a du goût ici. Mais aujourd'hui, tout cela paraît un peu figé, comme si le temps s'était arrêté il y a une 15aine d'années. Permettez-moi de prendre les mesures
et nous parlerons simplement de ce que vous souhaitez vraiment. » Il sortit un télémètre laser et un carnet professionnel à couverture de cuir. Flavie évoqua les tons clairs, la fonctionnalité, son désir de confort et de lumière. Il l'écoutait en taillant son crayon avec un timing spécial, posant de temps à autre des questions qui la forçaient à réfléchir. Où aimez-vous prendre votre café le matin? Quelle musique écoutez-vous quand vous êtes seul? Quel est votre livre préféré? Il ne posait pas de questions sur son mari, pas sur son fils. Il posait des questions sur elle. Et Flavie, sans s'en rendre compte, commença à fondre. 2 heures s'envolèrent en un instant. Quand il partit, après avoir promis d'apporter les premières esquisses dans quelques jours, l'appartement lui parut soudain particulièrement vide et silencieux. Le soir, Guillaume appela. Il parlait vite, l'air épuisé. « Comment ça va? Théo a fait ses devoirs? »« Oui, tout va bien. J'ai reçu l'architecte aujourd'hui pour le projet de rénovation. »« Ah bon ?» Il pensait visiblement à autre chose. « Et alors ?»« Très intéressant. Il propose des solutions audacieuses. Il parle d'abattre le cellier pour agrandir l'ouverture. »« Fais ce que tu veux. » La phrase habituelle résonna comme une gifle. « Écoute, Flavie, il y a une fuite d'eau à l'étage en dessous. Je vais aller régler ça. Je t'embrasse. » Il raccrocha. Flavie fixa l'écran éteint de son téléphone et sentit monter en elle une sourde rancœur. 3 jours plus tard, Samuel revint. Il n'apportait pas de simples esquisses, mais un projet quasiment finalisé, avec des visualisations, une sélection de matériaux, des échantillons de tissus. Ils s'installèrent dans la cuisine autour d'un thé, et il déploya devant elle des feuilles de papier calque et les pages glacées de catalogue. « Regardez, Flavie, je propose de miser sur la texture des murs. Ici, un enduit décoratif effet béton, mais dans un ton chaud. Et là, des panneaux rembourrés. Imaginez l'atmosphère le soir, avec une lumière tamisée. » Elle regardait ses mains, de longs doigts, des ongles soignés, des mains qui n'avaient rien de commun avec celles d'un homme de chantier. Il parlait avec fougue, l'entraînant dans son univers où tout était beau, léger, esthétique. Dans le monde de Guillaume, il y avait des tonnes de béton, des armatures rouillées et une fatigue perpétuelle. Dans le monde de Samuel, il y avait la lumière, les matières et les formes justes. « Vous êtes un génie, Samuel », souffla-t-elle quand il eut terminé. « Pas du tout. » Il sourit, inclinant légèrement la tête. « C'est vous qui m'inspirez. On travaille ensemble avec une facilité rare. Pas comme certaines clientes qui veulent du beau, mais au moindre coût. Vous vous sentez le style. » Dans l'encadrement de la porte du salon apparut Théo. Il rentrait de l'école et se tenait là, sans bouger, regardant cet inconnu. « Ah, voilà le grand homme de la maison. » Samuel se leva et fit un pas vers le garçon. « Salut toi, tu dois être Théo. Moi, c'est Samuel. J'aide ta maman pour les travaux. Ça se passe bien l'école ?» Théo le regarda en silence, puis regarda sa mère, puis à nouveau Samuel. « Ça va, » répondit-il laconiquement. Sans retirer son sac à dos, il traversa le couloir jusqu'à sa chambre et ferma la porte derrière lui. « Il est timide, » commenta Samuel sans se démonter. « Ça lui passera. » Flavie s'excusa, mais quelque chose la pinça intérieurement. Théo n'avait jamais été timide, il était méfiant. Et ce regard qu'il avait eu. Elle chassa ses pensées et sourit de nouveau à Samuel. Les travaux commencèrent, et avec eux, une nouvelle vie. Samuel apparaissait dans l'appartement presque chaque jour, tantôt pour superviser les ouvriers qui enduisaient les murs, tantôt pour apporter des échantillons de carrelage qu'il avait oubliés la veille, tantôt parce qu'il se trouvait justement dans le quartier et s'arrêtait pour un café. Flavie se surprenait à attendre ses visites. Elle se réveillait le matin en pensant non pas au petit déjeuner de Théo, ni à son cartable à préparer, mais à savoir si Samuel viendrait aujourd'hui. Elle choisissait ses vêtements avec plus de soin, se coiffait, veillait à son maquillage. Dans le miroir, elle ne voyait plus seulement une mère et une épouse, elle voyait une femme. Samuel n'était pas simplement attentionné, il était virtuose dans sa façon d'être. Il pouvait, en ajustant un rideau, effleurer sa main par hasard et laisser sa paume s'attarder 1 seconde de trop. Il pouvait, en examinant un échantillon de papier peint, murmurer « Cette couleur ressemble exactement à la teinte qui apparaît sur vos joues quand vous rougissez. » Il pouvait apporter un bouquet de pivoine sans raison particulière. La couleur de votre humeur, Flavie. Elle avait l'impression de réapprendre à respirer.
Guillaume appelait moins souvent qu'à l'ordinaire. Son chantier à Rouen s'éternisait dans les complications et il disparaissait des journées entières sur le site. Dans leur brève conversation, elle ne se plaignait plus de sa fatigue et ne lui demandait plus de rentrer. Il lui était devenu indifférent. Son monde s'était rétréci aux dimensions de son propre appartement, où les murs devenaient chaque jour plus clairs et plus neufs, et où chaque jour, il apparaissait. Théo observait en silence depuis l'angle du couloir, depuis la porte entr'ouverte de sa chambre. Il voyait sa mère rire des plaisanteries de cet homme. Il la voyait rajuster ses cheveux quand il entrait. Il voyait comme leurs au revoir s'éternisaient dans l'entrée, debout, trop près l'un de l'autre. Un soir, après le départ de Samuel, pendant que sa mère faisait la vaisselle en fredonnant, Théo s'approcha du téléphone et appela son père. Guillaume ne répondit pas tout de suite. Sa voix était fatiguée. « Papa, salut !»« Théo, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas ?» Guillaume s'étonna. Son fils appelait rarement et seulement pour quelque chose de précis. « Papa, tu rentres quand ?»« Dans une petite semaine, fiston. Je livre le chantier et je rentre. Tu t'ennuies ?»« Oui. » Théo marqua une pause. « Papa, ce monsieur Samuel, il est tout le temps chez nous. »« Quel Samuel ?» Guillaume ne comprit pas tout de suite. « Ben, celui qui fait les travaux. Il vient tous les jours. Lui et maman, ils boivent du thé longtemps et ils rigolent. » Guillaume ressentit une légère piqûre qu'il chassa aussitôt. « C'est une discussion de travail, mon grand. L'architecte, c'est professionnel. Maman fait des travaux, il l'aide. T'inquiète pas, bientôt tout ça sera fini et on aura un beau salon. Allez, dors. »« D'accord. Salut papa. »« Salut petit. » Guillaume raccrocha et resta un moment pensif. La voix de son fils lui avait semblé bizarre, mais la fatigue eut le dessus. Il se dit que Théo était simplement jaloux. Lui-même avait ressenti la même chose, enfant, quand sa mère fréquentait du monde. Le séjour à Rouen s'étira encore. Guillaume rappela pour dire qu'il lui fallait tenir une semaine de plus. Le maître d'ouvrage avait trouvé une liste de malfaçons et exigeait des reprises. Flavie accueillit la nouvelle avec une joie mal dissimulée. Encore une semaine de liberté. Le soir même, Samuel proposa. « Écoute, finissons le projet. J'apporte tous les matériaux définitifs, on s'installe et on valide tout. Et on regardera aussi comment la lumière tombe en éclairage du soir. Je viens demain, tu es libre ?»« Oui, bien sûr, » répondit Flavie, sentant son cœur s'emballer. « Théo, je l'envoie chez sa grand-mère. » Le matin, elle conduisit son fils chez sa mère. Elle lui expliqua que l'appartement était bruyant, que les derniers travaux étaient en cours, qu'il valait mieux qu'il reste quelques jours là-bas. Théo hocha la tête en silence, prit son sac à dos et descendit de la voiture sans se retourner. Le cœur de Flavie se serra, mais elle mit cela sur le compte des caprices d'un enfant. Toute la journée, ils travaillèrent ensemble, échantillons étalés sur le sol, discussions sur l'éclairage, verre de vin que Samuel avait apporté. L'atmosphère était légère, joyeuse. Flavie riait comme une jeune fille. Puis, imperceptiblement, le vin fut terminé. Les esquisses glissèrent sur le côté et Samuel l'embrassa. Elle ne se déroba pas. Alors arriva ce que Flavie n'osait même pas envisager dans ses pensées. La musique coulait toujours depuis l'enceinte, mais le temps semblait suspendu. Ils se retrouvèrent dans la chambre. À un moment, à travers le voile de l'étourdissement, une pensée transperça tout. Ce n'est pas bien. Mais il était trop tard. La grand-mère se sentit mal. La fièvre était montée d'un coup, et elle, le teint blême, appela sa fille. Mais Flavie ne décrochait pas. Son téléphone était dans le salon, en mode silencieux. Alors la grand-mère dit à son petit-fils d'appeler un taxi et de rentrer chez lui pour ne pas attraper quelque chose. Théo, qui avait de l'argent de poche sur sa carte, réagit vite. Il commanda un taxi et une demi-heure plus tard, il était devant la porte de son appartement. Il avait sa propre clé. En entrant dans le couloir, Théo entendit aussitôt de la musique. Elle provenait de la chambre de ses parents. Une mélodie douce, lancinante. Dans l'entrée, seul un lampadaire d'appoint était allumé. Théo s'immobilisa. Son cœur se mit à battre quelque part dans sa gorge. Il n'était pas un petit enfant, il comprenait.
Il s'approcha lentement de la porte de la chambre. Elle était entr'ouverte. Un mince filet de lumière tombait dans le couloir obscur. Il regarda à l'intérieur et vit ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Le garçon recula comme sous un coup. Il se tenait dans le noir du couloir, dos au mur, et cherchait son souffle. Ses yeux le brûlaient, mais il ne pleura pas. Il serra les poings, fit demi-tour, et, sur la pointe des pieds, en faisant le moins de bruit possible, rejoignit sa chambre. Il ferma doucement la porte, laissa tomber son sac à dos par terre, s'allongea sur son lit et fixa le plafond. Les larmes coulaient le long de ses joues et tombaient sur l'oreiller, mais il ne les essuyait pas. Il restait allongé, les yeux fixés sur le plafond blanc fraîchement repeint. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé, peut-être 1 heure, peut-être 2. Puis il entendit une porte de chambre claquer, des pas dans le couloir, des voix étouffées. Les pas se rapprochèrent de sa porte. Flavie entra dans la pièce. Elle portait un peignoir jeté à la hâte, les cheveux défaits, les joues roses. En voyant son fils allongé sur le lit, elle blêmit au point de prendre la couleur du plafond. « Théo, mais comment tu es là ?» Sa voix tremblait. « Maman t'a appelé, je n'entendais pas. Tu es arrivé depuis longtemps ?» Il se taisait, regardant à travers elle, vers le mur. « Mon chéri. » Elle s'approcha et s'assit sur le bord du lit, tendit la main pour lui caresser la tête. Il se déroba comme au contact d'une brûlure. « Théo, écoute-moi, ce n'est pas ce que tu crois. Samuel m'aidait à déplacer des meubles. On accrochait des rideaux, tu comprends ?» Théo tourna lentement les yeux vers elle. Dans son regard, il n'y avait plus la naïveté d'un enfant. Il y avait un vide glacé, adulte. Il ne répondit rien, se retourna simplement vers le mur. Flavie resta encore 1 minute, puis se leva et sortit. Dans le couloir, la nausée la saisit. Elle s'enferma dans la salle de bain et resta longtemps assise par terre, se mordant les lèvres pour ne pas crier. Son fils avait tout vu. Il savait tout. À partir de ce jour, un silence de mort s'installa dans la maison. Théo ne parlait plus à sa mère. À ses questions, il répondait par le silence. À ses tentatives de le serrer dans ses bras, il se détournait. Il ne mangeait que lorsqu'elle quittait la cuisine, faisait ses devoirs en rassemblant toute sa volonté et attendait. Il attendait son père. Guillaume rentra 4 jours plus tard. Il arriva tard le soir, épuisé, avec un lourd sac plein de vêtements de travail sales. Flavie l'accueillit dans l'entrée. Elle était d'une douceur inhabituelle, s'empressait, lui proposait à dîner, l'interrogeait sur la route. Guillaume, éreinté, remarquait à peine cette agitation. Il passa dans le salon et s'immobilisa. La pièce était transformée. Les murs avaient pris un ton clair, gris-beige noble. L'ancien meuble encombrant avait disparu. À sa place, des étagères légères, un nouveau canapé, des luminaires élégants. C'était beau, très beau. « Eh bien, souffla-t-il, Flavie, tu as fait du bon travail. C'est vraiment réussi. »« Ça te plaît vraiment ?» Elle guettait son approbation dans ses yeux. « Oui, c'est bien. » Il hocha la tête, mais son regard avait déjà glissé plus loin. « Et Théo, il dort déjà ?»« Oui, dans sa chambre. Il est fatigué sans doute. » Guillaume enleva sa veste et s'indigné se dirigea vers la chambre de son fils. Théo ne dormait pas. Il était assis sur son lit, les genoux serrés contre la poitrine et regardait par la fenêtre. En entendant les pas, il se retourna. Et Guillaume vit dans ses yeux quelque chose qui lui serra le cœur. Ce n'était pas seulement de la fatigue, c'était de la douleur. « Papa !» Théo bondit et se jeta sur lui, s'accrochant à lui de toutes ses forces. « Mon grand !» Guillaume l'enlaça, sentant le corps du garçon frémir par petites secousses. « Tu m'as manqué. Toi aussi. Alors, ça va ?» Théo se taisait, se serrait davantage contre lui. Guillaume lui caressait le dos. « L'école ? Qu'est-ce que tu as fait ?»« Ça va, » répondit une voix étouffée dans son pull. « Fiston, qu'est-ce qui se passe ?» dit Guillaume en l'écartant doucement pour regarder son visage. « Tu es bizarre. Tu es fâché contre maman ?» Théo tressaillit et se détourna de nouveau vers la fenêtre. « Tout va bien, papa. Va te reposer.
Tu es fatigué. Guillaume quitta la chambre, le cœur lourd. Les jours suivants, il essaya de faire parler son fils, mais Théo était comme de pierre. Il répondait par monosyllabes, refusait de manger, restait enfermé dans sa chambre. Flavie tournait autour de lui sur la pointe des pieds, cherchait son regard et se heurtait à un mur de glace. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Guillaume à sa femme pendant le dîner, quand Théo fut reparti dans sa chambre sans avoir touché à son assiette. « Je ne sais pas. » Flavie détourna les yeux. « C'est l'âge sans doute. Tous les enfants traversent ça. » À 9 ans, Guillaume fronça les sourcils. « Flavie, il ne me regarde pas dans les yeux. Il fuit le sujet. Tu ne veux pas me dire quelque chose ?»« Guillaume, arrête !» Elle leva les bras au ciel. « Je suis avec lui tous les jours. Peut-être qu'il a des problèmes à l'école ou qu'il s'est disputé avec quelqu'un. Tu te fais des idées. » Guillaume ne se faisait pas des idées. Il sentait. De toutes les fibres de son être, avec ce même instinct de terrain qui ne l'avait jamais trompé sur un chantier, il sentait. Quelque chose s'était putréfié dans cette maison. Cette nuit-là, il n'arriva pas à dormir. Il se tourna longtemps dans le lit, puis se leva pour aller boire un verre d'eau à la cuisine. En passant devant la chambre de son fils, il vit un filet de lumière sous la porte. Il entr'ouvrit doucement. Théo était assis sur son lit et regardait dans l'obscurité. « Tu ne dors pas ?» Guillaume entra et s'assit à côté de lui. Théo secoua la tête. « Fiston. » Guillaume posa sa lourde main sur l'épaule du garçon. « Qu'est-ce qui se passe? Dis-le-moi. Je le sens, tu souffres. On est des hommes tous les deux. Tu peux tout me dire. » Théo garda le silence longtemps, très longtemps. Guillaume allait renoncer à attendre une réponse quand le garçon prit la parole, d'une voix basse et sourde, les yeux fixés sur le mur. « Papa, tu aimes maman ?» Guillaume fut décontenancé. « Je l'aime, bien sûr que je l'aime. C'est ta mère, c'est ma femme. »« Et elle t'aime ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde comme une dalle de béton. Guillaume ne sut quoi répondre. Il réalisa soudain que depuis des années, il ne s'était jamais posé cette question. Il vivait par inertie, simplement. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Sa voix s'était brisée. Théo tourna la tête et regarda son père droit dans les yeux. Son regard était terrible dans sa franchise enfantine. « Pourquoi elle a dormi avec monsieur Samuel quand tu n'étais pas là ?» Le monde de Guillaume ne s'effondra pas d'un coup. D'abord, ce fut un silence absolu, cristallin. Il cessa d'entendre sa propre respiration. Les mots de son fils entrèrent en lui comme une lame froide et aiguisée. Se logèrent quelque part au niveau du plexus solaire, lui coupant le souffle. Il regardait Théo et voyait non plus seulement son garçon, mais un témoin. Le témoin de l'effondrement de tout ce qu'il avait construit pendant 12 ans. « Théo, tu es sûr ?» chuchota Guillaume, bien qu'au fond de lui, il connaissait déjà la réponse. Les enfants n'inventent pas de telles choses. Ils peuvent se tromper sur les détails, mais la vérité, ils la sentent sans se tromper. Théo hocha la tête une seule fois, brièvement. « Je l'ai vu quand grand-mère est tombée malade et que je suis rentré. Il y avait de la musique et la porte était ouverte. J'ai vu leurs vêtements et eux dans votre chambre. » Chaque mot frappait comme un coup de masse. Guillaume enfouit sa tête entre ses mains. Il voulait hurler, crier, fracasser quelque chose. Mais à côté de lui se trouvait son fils, un enfant qui avait besoin de lui plus que jamais. Guillaume prit une longue inspiration, puis une autre. Il se ressaisit, refoula de force la tempête qui rugissait en lui dans le recoin le plus lointain de sa conscience. « Merci, fiston, » dit-il en s'efforçant de garder une voix égale. « Tu as bien fait de me le dire. Tu n'es pour rien dans tout ça, tu m'entends? Pour rien du tout. » Il caressa les cheveux de Théo, le borda dans son lit même si le garçon ne s'était pas encore allongé, et sortit dans le couloir. Là, il s'adossa à la porte et resta ainsi, peut-être 10 minutes, les yeux fixés sur un point du mur d'en face. Une seule pensée martelait son crâne. Elle a couché avec lui, ce blanc bec d'architecte, dans ma maison, dans mon lit. Puis il se redressa et se dirigea vers la chambre. Flavie était allongée sur le lit, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. À son entrée, elle leva la tête et sourit. Ce sourire, si familier, si ordinaire,
lui apparut à cet instant comme un masque. Guillaume ferma la porte derrière lui, sans la claquer. Il la ferma, simplement, à fond, en silence, comme on scelle quelque chose pour toujours. Il s'approcha du lit et s'assit dans le fauteuil en face d'elle, la regardant fixement. « Raconte-moi, dit-il doucement, mais dans ce murmure sonnait l'acier. Honnêtement, je sais, pour Samuel. » Flavie sursauta. Son téléphone glissa de ses mains et tomba par terre. La peur déforma un instant son visage, mais elle se reprit aussitôt. « De quoi tu parles ? Quel Samuel ? Guillaume, tu es devenu fou ? Il est minuit passé, tu as fait peur à ton fils, et maintenant tu me fais une scène de jalousie ? Je m'occupais des travaux pendant que toi tu courais les chantiers. »« Ne fais pas ça, l'interrompit-il. » Sa voix était terrifiante, précisément parce qu'elle restait calme. « Ne mens pas. Théo a tout vu. Il est rentré quand sa grand-mère s'est sentie mal, et il vous a vus ensemble. » Flavie blêmit à tel point que même dans la pénombre de la chambre, cela se remarquait. Elle ouvrit la bouche, la referma. L'air s'échappait de ses poumons avec un bruit sourd. « Ce n'est pas ce que tu crois, balbutia-t-elle. Il a mal compris. On discutait du projet et je me suis senti mal. Il m'a aidé à aller jusqu'à la chambre, et là Théo est entré et... Ça suffit. » Guillaume abattit son poing sur l'accoudoir du fauteuil. Le son fut sourd, mais Flavie tressaillit comme à un coup de feu. « N'insulte pas mon intelligence. N'insulte pas ce que nous avons été. Tu as couché avec lui ? Réponds. » Flavie éclata en sanglots. Les larmes ruisselèrent sur ses joues. Elle cacha son visage dans ses mains. Ses épaules s'agitèrent de tremblements convulsifs. « Pardonne-moi, Guillaume. Pardonne-moi, je t'en supplie, » gémit-elle entre deux sanglots. « Je ne sais pas comment c'est arrivé. C'était une erreur. Ça ne signifie rien. Je t'aime, toi seul. Il ne compte pas pour moi. C'est une stupidité, une faute. »« Où ?» l'interrompit-il. Elle releva son visage ravagé de larmes, sans comprendre. « Où cela s'est-il passé ? Dans quel lit ?» précisa-t-il. Et dans sa voix parut une telle détresse que Flavie comprit, c'était la fin. Elle se taisait, se mordant les lèvres. « Ici, dit-il lui-même pour elle. Dans notre lit ? » Oui. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Guillaume se leva. Il se leva lentement, comme un homme très vieux ou très malade. Il s'approcha de l'armoire, prit sur l'étagère du haut un sac de sport et, sans regarder sa femme, commença à y jeter des affaires. Ce qui lui tomba sous la main en premier, un jean, 2 pulls, sa trousse de rasage prise dans la salle de bain. Flavie s'agitait autour de lui, essayait de saisir ses mains. « Guillaume, non. Guillaume, s'il te plaît, parlons. On peut tout arranger. Pour Théo, pour notre fils. » À la mention de son fils, il s'immobilisa. Il se retourna vers elle. Son visage était gris comme du vieux ciment. « Pour notre fils, » répéta-t-il doucement. « Tu pensais à ton fils quand tu recevais ce bellâtre dans notre maison. Tu pensais à ton fils quand il est entré et qu'il a vu ça. » Il marqua une pause. « Ne prononce plus jamais son nom. » Il ferma son sac d'un coup sec et sortit dans le couloir. Flavie courut derrière lui, s'accrocha à son bras. « Guillaume, je t'en supplie, je vais tout réparer, je romps avec lui. Plus jamais, je te jure, ne pars pas. » Il secoua son bras comme on chasse une mouche importune et poussa la porte de la chambre de son fils. « Théo, habille-toi, on part. » Théo, qui était resté assis sur son lit à tendre l'oreille vers les voix, bondit aussitôt. Il enfila sa veste par-dessus son pyjama, glissa ses pieds dans ses baskets, et 1 minute plus tard, il se tenait aux côtés de son père avec son petit sac à dos sur les épaules. « Guillaume, ne prends pas l'enfant !» cria Flavie. « Où tu l'emmènes ? Il est minuit. »« Chez mes parents, loin de Sète. » Il s'arrêta, cherchant ses mots, n'en trouva pas. « Loin d'ici. » La porte de l'appartement claqua, coupant net les sanglots de Flavie. Dans l'entrée, il ne resta plus qu'elle, debout en chemise de nuit au milieu du salon impeccablement rénové, qui lui apparaissait à présent comme un cercueil de luxe. Guillaume et Théo s'installèrent chez les parents de Guillaume, dans un vieux 2 pièces en périphérie de la ville. Sa mère, Marguerite, leva les bras au ciel en les voyant arriver au milieu de la nuit, mais ne posa aucune question. Elle installa Théo sur un lit pliant dans sa chambre, fit du thé pour tout le monde et se retira, laissant le père et le fils seuls dans la cuisine. Théo buvait son thé en regardant son père.
Dans ses yeux, la froideur glacée avait disparu. Il y avait à la place de l'inquiétude pour son papa. « Papa, on va vivre ici maintenant ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas, fiston. Pour l'instant, oui. »« Et maman ?» Guillaume se tut. Il n'avait pas de réponse. Dans sa tête, le brouillard était encore épais. Une semaine passa. Guillaume prit un congé sans solde. Il restait chez ses parents, regardait la télévision sans rien voir. Il repassait inlassablement leur vie commune dans sa tête, cherchait le moment où la fissure était apparue, sans le trouver. Tout avait semblé normal. Il travaillait, elle s'ennuyait. Il était épuisé, elle attendait. Il croyait lui offrir la stabilité, et elle suffoquait dans cette stabilité comme dans une pièce aux fenêtres condamnée. Il n'appelait pas Flavie, c'était elle qui appelait. D'abord toutes les heures, puis de moins en moins souvent. Elle pleurait, demandait pardon, jurait que Samuel n'existait plus. Guillaume écoutait en silence et raccrochait. Il ne pouvait pas parler. Les mots se bloquaient dans sa gorge, pris dans un nœud de rancœur et de dégoût. Théo allait à l'école depuis le nouvel appartement et languissait de sa mère, cela se voyait. Il pouvait rester de longues minutes assis sur le rebord de la fenêtre à regarder en direction de chez eux. Mais quand Guillaume lui parlait d'elle, le garçon se refermait. Un jour, Guillaume se résolut à faire des recherches sur Samuel. Il appela Colette, celle-là même qui l'avait recommandé. Colette, apprenant ce qui s'était passé, poussa une exclamation et lui dit tout ce qu'elle savait. Samuel vivait au crochet de ses parents. Il avait une ribambelle de relations féminines. Il collectionnait les femmes mariées de bonne famille. Dès que les rumeurs de divorce lui étaient parvenues et que l'affaire avait failli tourner mal, il avait disparu sans laisser de traces. Téléphone coupé, réseaux sociaux muets. Pas un sentiment, rien que la chasse. Flavie se retrouva seule, absolument seule. Dans le bel appartement vide où chaque recoin criait maintenant sa honte. Elle cessa de sortir, mangea à peine. Elle appelait son fils qui d'abord ne décrochait pas, puis se mit à répondre par monosyllabes. Oui, non, ça va. Elle supplia Guillaume de lui permettre de voir Théo. Il accepta. Ils se retrouvèrent dans un café neutre. Théo était assis en face d'elle, lointain et étranger, dans la nouvelle veste que lui avait achetée son père. Flavie le regardait et étouffait d'amour et de culpabilité. Elle tendit la main pour lui caresser la joue. Il se recula. « Maman, pourquoi tu as fait ça ?» demanda-t-il doucement, les yeux baissés vers la table. « Pardonne-moi, mon chéri, pardonne-moi. » Il garda le silence, puis se leva. « Je dois y aller, papa m'attend dans la voiture. » Elle le regarda marcher vers la sortie, cette petite silhouette qui portait sur ses épaules le poids de sa trahison. Et elle comprit qu'elle avait tout perdu. Un mois s'écoula. Guillaume reprit le travail. La vie se réinstallait peu à peu dans un nouveau rythme. Les parents de Guillaume adoraient leur petit-fils, mais Guillaume voyait bien que Théo dépérissait. Il surprenait ses regards qui s'attardaient sur les photos de famille, eux trois, à la campagne, souriants et heureux. Il entendait son fils parler au téléphone avec sa grand-mère maternelle et demander « Et maman, comment elle va ?» Un soir, Théo s'approcha de son père qui était assis dans la cuisine devant une tasse de thé refroidi. « Papa, dit-il en tirant sur le bord de son t-shirt, je peux te dire quelque chose ?» Guillaume leva les yeux. « Bien sûr, fiston, assieds-toi. » Théo grimpa sur le tabouret à côté de lui. « Papa, je pense tout le temps à maman. Ce qu'elle a fait, c'était mal, très mal. Je suis en colère contre elle, mais... » Il hésita. « Quoi donc ?» demanda doucement Guillaume. « Elle reste quand même ma maman. Elle pleure tout le temps. Grand-mère dit qu'elle a maigri et qu'elle ne mange plus rien. Papa, et si on lui pardonnait? Si on essayait ?» Guillaume regardait son fils, ce petit être au cœur immense et pur, un enfant qui avait été trahi, peut-être encore plus profondément que lui-même, et qui trouvait la force de demander le pardon. Il ne dit rien, mais quelque chose en lui bougea. Le dimanche, Guillaume appela Flavie. Elle décrocha dès la première sonnerie. Sa voix tremblait. « Guillaume, allô ? Théo voudrait venir te voir. Tu seras là ? » « Oui, oui, bien sûr. Je suis toujours là. Je vous attendrai. »
Ils roulèrent en silence. Guillaume pensait à s'il pourrait franchir ce seuil de la porte entr'ouverte, si jamais il pourrait effacer ce soir-là les mots de son fils, son aveu à elle. Il n'avait pas la réponse, mais il savait une chose avec certitude. Pour ce garçon assis à côté de lui sur le siège passager, il était prêt à essayer. Théo regardait par la vitre les rues familières. Il voulait voir sa mère, la serrer dans ses bras et lui demander de ne plus jamais faire de mal à papa. Il croyait que tout pouvait s'arranger, parce qu'il était un enfant, et que les enfants pardonnent plus facilement que les adultes. L'ascenseur montait vers le 5e étage. Guillaume et Théo se tenaient devant la porte qu'ils connaissaient si bien. Guillaume hésitait à appuyer sur la sonnette. « Papa !» Théo prit sa main. « Tout va bien se passer. » Guillaume regarda son fils, soupira et appuya sur le bouton. De l'autre côté de la porte, des pas précipités se firent entendre.